Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai refusé de prendre un autostoppeur louche dans ma voiture. Quelques minutes plus tard, ma voiture est tombée en panne. Quand je raconte cette histoire lors de soirées, je la présente comme une blague. Je mets en avant la grande justice cosmique de la situation, en présentant le moment où ma voiture s'est arrêtée comme une sorte de chute ridicule. En réalité, les événements de cette nuit-là restent les plus pénibles de toute ma vie. C'était en 2014 et j'étais en dernière année de lycée. À l'époque, je vivais dans le centre du Texas, mais mon frère était à l'université dans le Colorado. Comme il allait bientôt obtenir son diplôme et que je ne lui avais pas encore rendu visite, j'ai décidé de lui rendre visite en voiture pendant nos vacances de printemps. Le seul problème, c'est que je n'étais techniquement pas censé conduire. Croyez-le ou non, même si j'étais un idiot de 18 ans qui aimait rouler vite, je n'avais jamais commis d'infraction au code de la route. Je n'avais jamais même eu de contravention pour stationnement interdit. Malheureusement, j'avais été surpris en train de boire avec mes copains une semaine avant le départ. Mon permis avait été suspendu pour 30 jours, mais cela ne m'avait pas arrêté. J'étais déterminé à voir mon frère d'une manière ou d'une autre. Alors je suis parti tard dans la journée, j'ai bu des Monsters pour rester alerte et j'ai emprunté autant que possible des routes secondaires. Cela a ajouté quelques heures à mon voyage, mais cela m'a permis d'éviter les policiers d'État dans l'ensemble. À minuit, j'avais l'impression d'être dans l'outback australien. J'avais déjà fait des voyages en voiture dans mon état, mais cet itinéraire particulier était différent. Il n'y avait rien d'autre que des broussailles et des panneaux trop abîmés par les intempéries pour être visibles. J'étais tellement occupé à penser à mon isolement total que j'ai failli manquer le cône de signalisation orange placé en plein milieu de la route sur la ligne jaune centrale. J'ai ralenti, mais je ne me suis pas arrêté. J'étais persuadé qu'il n'y avait pas de travaux sur la route. J'avais vérifié les cartes et il y aurait eu davantage de panneaux. Comme je savais qu'il n'y avait pas de travaux dans la région, j'ai trouvé l'emplacement du cône un peu étrange. Bien sûr, les déchets sur la route ne sont pas si rares, mais la façon dont il était parfaitement aligné avec la ligne médiane semblait intentionnelle. Quelques minutes plus loin, ma route a de nouveau été interrompue. Mes feux de route éclairaient loin dans la nuit désolée, me permettant de voir une autre chose étrange. Il y avait autre chose sur la route, cette fois-ci sur ma voie. J'ai plissé les yeux. Un autre cône de signalisation. Il était assez haut, mais pas assez fin. J'ai ralenti un peu plus. Je me souviens avoir pensé que cela pouvait être une personne, et je me suis approché un peu plus. Et voilà. C'était bien le cas. J'ai dévié sur l'autre voie, mais la personne sur la route a suivi le mouvement de ma voiture, essayant clairement de me faire arrêter. La personne a tendu un bras comme pour accueillir l'étreinte froide et métallique de mon pare-choc avant. J'ai freiné si brusquement que j'ai eu un coup de lapin. La confusion et la colère m'ont envahi lorsque j'ai baissé mes phares pour mieux voir la personne devant moi. J'ai regretté de m'être arrêté dès que j'ai pu voir l'homme plus clairement. À première vue, il semblait être un homme normal. Il était grand, d'âge moyen, vêtu d'un jean bleu et d'un long manteau beige. Il n'avait pas de traits particulièrement distinctifs, à l'exception d'une paire d'yeux bleus qui semblaient trop petits pour son visage. Il m'a fait un large sourire lorsqu'il m'a vu m'arrêter. Je suppose qu'il était simplement soulagé, mais je ne pouvais pas lui accorder le bénéfice du doute en raison de ce qu'il tenait dans ses mains. Oui, il tenait dans sa main quelque chose de petit, de poilu et de sanglant. Je ne pouvais pas dire exactement ce que c'était, mais cela ressemblait à un rat mort. Je ne savais pas pourquoi il tenait une telle chose, mais cela n'avait pas vraiment d'importance. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose n'allait pas chez ce type. Un soupçon qui n'était que renforcé par le fait qu'il avait toujours une main derrière le dos. Cachait-il quelque chose ? Une arme peut-être ? J'ai relâché le frein. J'avais peut-être été assez stupide pour m'arrêter, mais au moins, je n'étais pas assez stupide pour rester. Alors que j'essayais de le contourner, l'homme s'est à nouveau placé devant ma voiture.
Mais lorsqu'il a vu que je n'allais pas m'arrêter, il a reculé d'un pas. Ce faisant, il a laissé tomber ses bras le long du corps et j'ai vu ce qu'il cachait derrière son dos. Un gros marteau. J'ai accéléré, sans vraiment croire à ce qui venait de se passer. Il y avait une petite chance que cet homme ait vraiment besoin d'aide, mais je n'allais certainement pas rester là pour le découvrir. En démarrant, j'ai regardé dans mon rétroviseur. Avant que l'obscurité ne l'engloutisse, j'ai vu l'homme se mettre à courir après ma voiture. Pendant une seconde, cette image m'a rendu nerveux, mais ensuite elle m'a fait rire. Pensait-il vraiment qu'il allait me rattraper ? Je l'ai regardé disparaître avec le sourire aux lèvres. Quel crétin, me suis-je dit. Et voilà la chute. À peine avais-je prononcé ces mots que ma voiture fit un bond en avant dans un bruit sourd et écœurant. Je jetai un coup d'œil à la route, mais il était trop tard. Plusieurs détonations retentirent rapidement, aussi fortes que des coups de feu. Mon tableau de bord s'illumina comme un tableau de commande, les voyants clignotant inutilement tandis que mes pneus se déchiquetaient sous mes pieds. La voiture commença à déraper vers la gauche, le volant me résistant, tandis qu'un bruit sourd et battant s'élevait des roues. Une fois la voiture arrêtée, je pris le temps de reprendre mon souffle, puis j'ouvris la portière et sautai dehors. À l'aide de la lampe torche que je gardais dans la boîte à gants, j'évaluai les dégâts. Les 4 pneus étaient déchiquetés, des lambeaux de caoutchouc s'enroulant comme de la peau morte. Je restai là un instant, la lampe tremblant dans la main, incapable de croire à la rapidité avec laquelle tout cela s'était produit. J'ai dirigé le faisceau vers la route, balayant l'asphalte fissuré et les mauvaises herbes. 50 mètres plus loin, à moitié caché dans l'obscurité, se trouvait un hérisson. Je n'avais pas vu ce fichu truc. Entre l'endroit où j'avais rencontré l'homme et celui où j'avais heurté le hérisson, il y avait une légère colline. Je ne pouvais pas voir au-delà de la colline, je ne voyais pas grand-chose, mais je savais d'une manière ou d'une autre que j'étais poursuivi. L'homme au marteau, qui était probablement celui qui avait placé le cône de signalisation et la bande de clous, se dirigeait vers ma voiture à ce moment même. Je n'avais mis qu'environ un demi-kilomètre de distance entre nous, ce qui signifiait que j'avais peut-être 5 minutes maximum pour décider quoi faire. J'ai vérifié mon téléphone, et évidemment, je n'avais pas de réseau. Ma première idée était de retourner dans la voiture et de verrouiller les portes. Mais à quoi cela m'aurait-il servi face à un maniaque armé d'un marteau ? J'aurais pu courir dans les champs de chaque côté de la route, mais il n'y avait vraiment aucun endroit pour me cacher. Et je ne voulais pas m'éloigner encore plus de toute aide potentielle. Mon plan, si on peut l'appeler ainsi, était de courir. J'ai d'abord allumé mes phares pour alerter les voitures qui passaient. Puis j'ai pris mon téléphone, mon portefeuille, mes clés et ma lampe de torche dans la voiture et je me suis préparé mentalement à une très longue course. Heureusement, j'avais fait du cross-country au lycée et j'avais une bonne endurance. Je savais que je ne pourrais pas courir jusqu'à la ville suivante, mais je savais qu'une autre voiture finirait par passer. Je lui ferai signe et je lui demanderai de l'aide. Ou au moins, je tomberai probablement sur une zone avec du réseau et j'appellerai la police. J'ai fermé et verrouillé ma pauvre voiture accidentée, puis j'ai jeté un coup d'œil derrière moi. Il était en train de franchir la colline, à moins de 400 mètres. Quelque chose dans le virage de la route, combiné à la faible luminosité, rendait ces longues foulées sautillantes peu naturelles. On aurait dit qu'il flottait. J'étais déjà terrifié, mais cette vision m'a donné l'impression d'être poursuivi par quelque chose qui n'appartenait pas tout à fait à ce monde. Je me suis retourné et j'ai couru. Je luttais contre l'envie de sprinter, sachant que je ne pouvais pas me permettre de m'épuiser tout de suite. Une fois par minute, je jetais un coup d'œil derrière moi. Le faisceau de ma lampe torche n'était pas assez puissant pour l'atteindre, mais je pouvais tout de même distinguer la silhouette floue de l'homme dans le ciel étoilé et sans nuages. Il était petit à l'horizon, mais il était bien là. Et pire encore, il gagnait du terrain. 5 minutes se sont transformées en 10, et je n'arrivais pas à croire qu'il n'avait pas encore abandonné. Je me suis dit qu'il ne pourrait pas tenir le rythme, mais chaque fois que je me retournais, il était un peu plus près qu'avant. À un moment donné, j'ai essayé de crier, de lui demander ce qu'il voulait, mais bien sûr, il n'y a pas eu de réponse.
Je me suis vite essuyé le front et j'ai remercié le ciel d'avoir mis des chaussures de sport pour conduire. En jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule, comme d'habitude, j'ai vu le reflet des phares. Une camionnette roulait tranquillement vers moi. Je me suis précipité au milieu de la route, agitant les bras et criant à l'aide. Pendant une seconde, le pick-up a ralenti, mais il a ensuite contourné et a continué sa route. Aucune vitre ne s'est baissée, aucun klaxon n'a retenti. Ce connard ne s'est même pas arrêté le temps de voir ce qui m'arrivait. J'ai crié quelque chose en direction des feux arrière rouges qui s'éloignaient, mais cela n'avait aucune importance. Mon salut m'avait laissé dans la poussière. Je suis resté là assez longtemps pour comprendre que rester immobile était une mauvaise idée. Puis j'ai réprimé ma rage et mon incrédulité. J'ai regardé derrière moi une fois de plus, et bizarrement, cette fois-ci, je n'ai vu personne. Peut-être que mon poursuivant était resté derrière, ou peut-être qu'il avait complètement abandonné au meilleur des cas. Ou alors, bon sang, peut-être que j'avais tout halluciné et que j'avais abandonné ma voiture au milieu de nulle part sans raison. Quoi qu'il en soit, j'ai continué à avancer, vérifiant régulièrement mon téléphone. Je suppose que la chance a enfin fini par me sourire cette nuit-là, car après avoir parcouru encore 1 kilomètre, j'ai aperçu une voiture sur le bord de la route, une Dodge Charger rouge. Le moteur était éteint et l'intérieur était sombre, mais les pneus étaient parfaitement intacts. La voiture ne présentait aucun dommage visible et certainement aucune trace de collision avec un dispositif anti-voiture, et cela m'a amené à me demander si elle appartenait à mon poursuivant. Je me suis dirigé vers la voiture. Il n'y avait personne à l'intérieur, mais les clés étaient toujours sur le contact. C'est généralement là que je termine mon histoire. Dodge Charger à la rescousse. Je me suis installé au volant et j'ai poussé un énorme soupir de soulagement lorsque j'ai tourné la clé et que le moteur a rugi. Par miracle, la voiture était en état de rouler et elle avait assez d'essence pour m'emmener jusqu'à la ville suivante. Enfin convaincu que j'allais survivre à cette épreuve, j'ai regardé par la fenêtre côté passager et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. À quelques mètres à peine de la voiture, l'homme se rapprochait rapidement. Il n'avait pas abandonné. Il avait simplement commencé à courir en arc de cercle à travers les champs, évitant la route que je surveillais si attentivement. Il avait misé sur le fait que je le perdrais de vue pour pouvoir me prendre dépourvu, et cela avait presque fonctionné. Au moment où j'ai appuyé sur l'accélérateur, il avait pratiquement les doigts sur la poignée. Je l'ai aperçu une dernière fois dans le rétroviseur latéral, alors que la Dodge Charger démarrait en trombe. Une silhouette pâle et souriante qui se rapprochait plus vite que cela n'aurait dû être possible. Après ça, j'ai conduit la voiture directement au poste de police de la ville voisine. À l'aube, lorsqu'ils m'ont ramené pour récupérer mon propre véhicule, toutes les vitres avaient été brisées. Pas simplement fissurées, mais complètement détruites. Rien n'avait été volé dans ma voiture, ce qui d'une certaine manière rendait les choses encore pires. À ma connaissance, ils n'ont jamais retrouvé l'homme au marteau. Voici maintenant pour vous la partie que j'omets généralement dans ma petite histoire. Quand, épuisé et à bout de force, j'ai enfin atteint la Dodge Charger, la portière côté conducteur était ouverte. J'ai allumé ma lampe torche et balayé l'intérieur de son faisceau. La cabine était en ruine. Du sang maculait le volant, le levier de vitesse et le siège conducteur, comme si une créature blessée s'était débattue. Le pare-brise était fissuré de l'intérieur. Depuis la porte ouverte, une traînée sombre s'étendait à travers le gravier et les mauvaises herbes. Un chemin écrasé, tacheté de rouge, où quelque chose de lourd avait été traîné. Je laissai mon faisceau suivre l'empreinte jusqu'à ce qu'il s'arrête sur quelque chose d'immobile et de difforme. Un homme gisait là sur le dos, un pauvre bougre qui, selon toute vraisemblance, avait offert de prendre en stop un voyageur en difficulté. Sa bouche était grande ouverte, comme s'il était mort en essayant de parler ou d'hurler. Son crâne avait été fracassé. Une partie avait même disparu, laissant un trou au-dessus de ses yeux, là où quelque chose de lourd avait frappé à plusieurs reprises. Le blanc de son crâne brillait comme la lune sous ma lampe. La touffe emmêlée dans la main de l'autostoppeur n'était pas un rat ou un animal écrasé sur la route. C'était un scalp entier.